Très bien, nous voilà sustentés. Le docteur Mohamed Mameri va avoir le dur privilège de reprendre après le repas. Mohamed Mameri va nous parler. Alors, il est enseignant quand même, que je dise. Hein, il est enseignant-chercheur en parasitologie à l'école de Maisons-Alfort, peut-être d'autres écoles, mais dans tous les cas, vous m'entendez pas? Parce que les gens sont bavards. Est-ce que vous m'entendez mieux? Je recommence. Donc, je vous présente le docteur Mohamed Mameri, enseignant-chercheur en parasitologie à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Et il va aborder le sujet différencier, alors après le déjeuner en plus, différencier la giardiose et la tritrichronomonose. Presque. Et sans lunettes, hein. Merci beaucoup d'être là. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai la lourde mission de vous parler aujourd'hui des parasites. Donc, quelques personnes qui sont dans la salle, je connais très très bien, puisque je travaille dans ce domaine d'élevage félin depuis quelques années maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous parler des parasites. Donc, très souvent, je commence par ma présentation par vous dire que vous êtes éleveur de chats, mais aussi d'agents pathogènes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces parasites qui sont très très nombreux par rapport au nombre d'animaux que vous avez dans votre élevage. Donc, je vais vous parler de la giardiose en particulier et de la trichomonose. Donc, tout simplement, l'agent, il s'appelle Trichomonas, mais pour la maladie, on l'appelle la trichomonose pour faciliter la prononciation. Alors, ces parasites, en fait, sont des indésirables de la colloque féline. Donc, la colloque féline, puisque très souvent, les agents pathogènes, quand on est dans une communauté, quand on est dans un élevage, dans des refuges, ça circule d'une manière beaucoup plus importante. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces parasites digestifs du chat, et en particulier Giardia duodenalis, donc agent de la giardiose, et le deuxième qui s'appelle Trichomonas foetus. Donc vous le connaissez sous son nom, mais depuis quelques années, on avait compris que c'était un agent pathogène à part, qui est très spécifique au chat, et maintenant on l'appelle Trichomonas blackburni. Donc dans la suite de ma présentation, je vais garder la nouvelle terminologie blackburni. Alors ces agents, ils vont concerner des chatons, notamment, de moins d'un an, mais aussi des chiens parfois. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre à différencier ces deux agents pathogènes pour mieux les gérer et mieux les traiter. Et vous allez savoir, en fait, en gros, et deviner durant toute cette présentation pourquoi c'est très important de différencier la giardiose de la trichomonose, surtout pour les chats. Alors, une première photo, en fait, en gros, d'un agent pathogène. Est-ce que vous devinez, est-ce qu'il s'agit de Giardia ou de Trichomonas? Waouh, pourquoi? Effectivement, mais aussi en fait, il s'agit effectivement de Giardia duodenalis. Et comme vous voyez là, je vous présente la forme qu'on n'arrive pas forcément à voir souvent dans les matières fécales. Il s'agit de la forme infectieuse qui est responsable de la pathologie chez l'animal et dans laquelle, en fait, en gros, quand vous voyez cet agent, il a une petite ventouse, ce qu'on appelle le disque adhésif, ce que vous voyez ici. Et ce disque, ça lui permet de se coller directement au niveau des entérocytes, d'où en fait des diarrhées par la suite. Logiquement, le deuxième agent que je vais vous présenter, il s'agit de Trichomonas, comme vous l'avez bien dit, donc il a trois flagelles. Effectivement, il est caractérisé par ces trois flagelles qui sont antérieurs, d'où son nom, tri. Et un petit flagelle, en fait, en gros, sur l'extrémité, ce qu'on appelle une petite membrane ondulante. L'entrée en scène de ces parasites, donc ces deux sont des flagellés, donc vous voyez qu'il y a une similitude entre Giardia point de vue morphologique, donc ça ressemble beaucoup, ces deux agents qui se ressemblent. Le premier, Giardia duodenalis, que vous voyez ici, donc avec des petits yeux, moi je le trouve super sympa comme parasite, même s'il n'a pas forcément l'air, malheureusement, quand on le retrouve dans notre élevage. Et le deuxième, avec le Trichomonas, vous voyez qu'il y a une petite ressemblance quand même, donc si on n'est pas forcément très averti, on arrive très difficilement à les séparer. Donc, ce n'est pas les mêmes espèces et ce n'est pas du tout le même mode de vie. Donc, derrière, ce n'est pas forcément toujours les mêmes symptômes. Trichomonas, c'est spécifique aux chats, en tout cas blackburni, ça va toucher les chats. Giardia, ça peut toucher aussi des chiens,
s'ils sont à proximité, mais aussi plein d'autres espèces, y compris l'homme d'ailleurs. Pour Trichomonas, ça va toucher le côlon. Et vous allez me dire pourquoi je vous parle de la localisation. Limite, on s'en fout, ça provoque des diarrhées. Comment on fait le diagnostic et le traitement? Eh bien, vous allez comprendre que la localisation du parasite, ça va influencer quand même l'apparition des signes cliniques et le type de ces signes qu'on va discuter un peu plus tard. Alors que Giardia, ça va se localiser au niveau de l'intestin grêle, donc c'est une partie un peu plus antérieure, supérieure même, quand on parle chez l'homme, par rapport à Trichomonas. Et bien évidemment, cette localisation avec les symptômes, ça peut les influencer et ça peut donner des symptômes plus ou moins caractéristiques pour chacune des pathologies. Alors, comment ces parasites vont s'inviter chez nous? Donc, il y a beaucoup d'animaux qui sont porteurs. Donc, les parasites, ils sont là, ils sont un peu partout. Il y a beaucoup d'animaux qui sont porteurs asymptomatiques. C'est une notion que vous connaissez déjà. Donc, l'animal qui porte un parasite, mais qui ne va pas forcément présenter des signes cliniques. Et eux, ce qu'on appelle les redoutables, point de vue épidémiologique, puisque eux, ils ont le parasite, ils vont le mettre un peu partout, et ils vont le transmettre à des animaux qui sont sensibles, eux, qui vont faire la pathologie par la suite. Et très souvent, en fait, en gros, pourquoi on s'intéresse à ces réservoirs, puisque généralement, quand on gère une maladie, on va la gérer à la source, et même si la source, elle est silencieuse, malheureusement, dans certains cas, et ça, c'est un cas très, très particulier. Alors, pour Giardia, le cycle, il est direct. Ça, c'est des notions qui sont importantes. Généralement, les animaux, les chats, ils vont s'infecter par le milieu extérieur par ce qu'on appelle des kystes. Alors, ces kystes qui sont dans le milieu extérieur, c'est une forme de résistance de ces parasites. Et puis, une fois que le chat a ingéré le kyste, il va libérer ce qu'on appelle les trophozoïtes, ce que je vous ai présenté au tout début de cette présentation, et eux, ils seront responsables justement de la maladie. L'excrétion de ces kystes, elle se fait dans les matières fécales. Et d'ailleurs, point de vue diagnostic, très souvent, on parle du diagnostic avec la détection des kystes. Alors que pour Trichomonas, il y a une petite différence. Le cycle, j'ai mis très direct entre guillemets, puisque c'est une expression qui n'existe pas forcément dans la littérature, très direct dans le sens où, contrairement à Giardia, les animaux ils vont se contaminer directement par des contacts très très étroits, puisqu'il n'y a pas cette forme de résistance kystique qui est dans l'environnement. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on peut avoir plus de giardiose que trichomonas ou l'inverse? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, le mode de transmission, il est complètement différent. Et puis, les moyens de lutte qu'on va mettre derrière, justement, elles vont dépendre en partie de ce mode de vie de ces deux parasites, qui sont différents. Et bien évidemment, il y a une application directe sur la survie environnementale. Giardia, ça survit beaucoup plus longtemps. Donc, c'est une partie qui est très importante à prendre en considération dans les méthodes de lutte. Donc, il y a la prise en charge de l'animal, mais vous allez voir que je vais vous parler de la prise en charge de l'environnement. Alors, le point d'entrée, donc généralement, c'est fécal oral, donc par ingestion de ces kystes dans l'environnement. Mais avec une petite différence Giardia, donc il y a des kystes qui sont résistants et qui résistent à plein de choses. Ça résiste à l'eau. D'ailleurs, très souvent, dès qu'il pleut, dans les quelques semaines qui arrivent, très souvent, les animaux, ils aiment bien jouer dans l'eau. Et très souvent, on a, surtout pour les chiens, des flambées de giardiose. Et la contamination indirecte, elle est très fréquente. Donc, il suffit juste de partager le même environnement pour avoir des flambées de giardiose. Je vous laisse imaginer, dans le même élevage, si on partage la même parcelle, bonjour les dégâts, quoi. Pour Trichomonas, non. En fait, il se transmet notamment en collectivité. Donc, il faut vraiment cette notion de contact direct entre ces animaux ou un contact avec des litières contaminées directement. Donc, il suffit juste de ne pas changer les litières chaque jour, chose qui ne se fait pas forcément tous les jours dans les élevages. Alors, l'environnement, en fait, il peut être le rallié. Donc, pour Giardia, oui, l'environnement, ça résiste. Donc, du coup, c'est très bien pour ce parasite. Ça peut être leur ennemi pour Trichomonas, par exemple. C'est un parasite qui ne va pas forcément survivre dans l'environnement. Quand on voit la résistance de Giardia, la forme trophozoïde. Donc, je vous ai dit au tout départ, généralement, le chat, quand il ingère des kystes, ça va libérer des trophozoïdes dans l'intestin et c'est la forme infectieuse qui va donner les symptômes. Alors, si on retrouve ces trophozoïdes dans les matières fécales, c'est sûr que le cycle il est actif et que l'animal, il y a une forte chance qu'il va développer des signes cliniques. Et là, bingo. Et on sait que normalement, c'est un stade qui est rarement observé, mais quand il est observé, on sait qu'il y a des formes cliniques. Par contre, il s'agit d'une forme qui est très fragile. C'est pour ça qu'il y a cette forme de parasite. Il a décidé de faire une forme kystique qui lui permet de résister. Ces kystes, généralement, en fait, en gros, ils vont résister dans un environnement humide, les jardins, les potagers, 2 mois à 8 degrés.
1 mois à 21 degrés, 4 jours à 37 degrés, etc. Mais ça peut survivre d'une manière beaucoup plus importante, d'autant plus quand il y a des animaux qui vont excréter. Donc le peu de giardia qu'il peut y avoir dans l'environnement, les animaux ils vont réingérer des kystes et rebelote. Donc le cycle il sera maintenu et l'environnement il est tout le temps contaminé. Par contre, ces kystes qui sont sensibles à quelques agents tels que les ammoniums quaternaires et ou la dessiccation, donc quand on sèche bien, mais aussi à la chaleur. Et ça, c'est important pour la prise en charge de ces animaux quand on a des giardioses qui se déclenchent en collectivité. Donc, une des parties la plus importante, c'est de s'occuper de l'environnement. Donc, il faudrait connaître qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Par contre, pour Trichomonas, tout simplement, c'est un agent qui va survivre 30 minutes dans des croquettes, 30 minutes dans l'eau du robinet, 3 heures dans l'urine d'un chat, au moins 2 jours dans des limaces qui sont retrouvées dans des matières fécales, mais surtout plusieurs jours dans les fesses. Donc surtout, en fait, il va résister un peu à cette humidité qu'on peut retrouver dans les matières fécales. Moralité des choses, et propositions. Effectivement, on l'a changé presque quotidiennement pour plein d'autres raisons, mais c'est une raison qui se rajoute à plein d'autres arguments. Ça peut résister aussi 5 jours dans des aliments, surtout des pois de conserve ou des aliments humides. Alors quand on voit, c'est une petite vidéo de... J'espère qu'elle va se déclencher. Voilà. On voit des petits éléments, ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est une observation directe de matière fécale. Et vous voyez des petits éléments comme cela. Est-ce que vous pensez à Giardia ou est-ce que vous pensez à Trichomonas ? Ouais, vous voyez qu'on a des doutes. En fait, ils se ressemblent tellement, donc il faudrait avoir une meilleure observation. Donc, les observer de près. Donc, il s'agissait de Trichomonas, pour le coup, et non pas de Giardia. Alors, quel est le profil de nos victimes ? Alors, le profil des victimes, malheureusement, c'est des jeunes animaux. Et vous savez, en fait, la période néonatale et la période de naissance des animaux, c'est une période très importante, puisque c'est là où on commence à voir la croissance, l'expression des caractéristiques externes, surtout quand on est sur des chats de race, notamment. Donc aujourd'hui, vous connaissez de quoi je vais en parler. La prévalence, elle est très très élevée chez les animaux de moins d'1 an. Donc ça peut y aller pour Trichomonas jusqu'à 60% et pareil pour les chats. Bien évidemment, la transmission, elle est beaucoup plus importante en collectivité. Donc la transmission, elle va suivre une loi exponentielle. Et plus on en a des animaux, plus ça se transmet d'une manière beaucoup plus importante. Mais Giardia, il infecte aussi d'autres espèces, ça je vous l'ai dit au tout départ, et même des animaux adultes. Donc parfois on peut retrouver quelques adultes avec des problèmes de giardiose. Pour Trichomonas, principalement chez les jeunes en collectivité. Et dans une étude qui a été faite récemment, on sait que 10% des coproscopies réalisées, donc sur des animaux qui présentent des diarrhées, on arrive à détecter l'un des 2 agents pathogènes. Est-ce que vous pensez que c'est giardiose ou est-ce que c'est la trichomonose ? Effectivement. Giardia, c'est dans 10% des coproscopies, donc c'est énorme. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en charge à chaque fois, sachant que très souvent, ça passe à la chronicité, c'est pénible. Alors pour les éleveurs de chiens, très souvent, les diarrhées, ça réapparaît. Désolé, parce qu'aujourd'hui, ma présentation, elle arrive juste après le déjeuner. Et je vais vous parler des diarrhées. Voilà, c'est la vie. Par contre, on ne demande pas beaucoup en parasitologie, on demande des matières fécales. Donc généralement, ça ne coûte pas très très cher et ça ne dérange pas de donner des matières fécales. Donc, pour les coproscopies, pour revenir à nos chatons, très souvent, 10%, c'est de la giardiose. Donc, ce qui est énorme par rapport à d'autres agents pathogènes. Je vous ai prévenu que je vais vous présenter des photos pas trop sympas, mais bon. Alors, moi, j'ai mis un grand smiley, puisque j'aime bien quand je vois des diarrhées comme ça, jaunâtres, luisants, avec une odeur très nauséabonde. Je dis, il y a une forte chance que ça soit positif. C'est le chercheur qui parle derrière. Et très souvent, au labo, je leur dis, alors pour les chats, un peu moins parce que c'est pas très liquide, mais quand c'est des veaux, je leur demande de renverser un peu le pot. Et généralement, quand c'est très liquide, comme presque de l'eau, je dis, c'est génial, ça va être positif. C'est les aléas du laboratoire. Alors, les signes cliniques, généralement, ça commence une semaine. Alors, je vous ai dit, pour les chiens, très souvent, à peu près 15 jours après qu'il y ait des épisodes de pluie, on sait qu'il y aura des flambées de giardiose, puisque la période prépatente, la période à partir de la contamination jusqu'à l'apparition des symptômes, généralement, c'est à peu près d'une semaine. Donc, c'est très, très rapide quand même. La diarrhée, elle est nauséabonde, chronique intermittente. Pour les chiens, très souvent, ça arrive le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche.
où ça alerte tout le monde, on est le week-end, généralement le veto il est fermé, et on se pose plein de questions sur comment on peut faire, on est un peu dans la merde au sens propre du terme. Alors, stéatorée, ça veut dire en fait, c'est des diarrhées avec un peu de gras, comme si qu'on avait... Et d'ailleurs, quand on prend des photos, très souvent, c'est ce que je fais avec mes étudiants, on prend des photos, quand on prend des photos, on a toujours le reflet du flash, puisqu'il y a un peu de gras, et généralement, ça oriente plus, en fait, quand c'est gras comme ça, vers une giardiose. Généralement, les animaux, ils sont ballonnés, mais ils ont un très bon état général. Généralement, ils arrivent à manger jusqu'à la fin, donc ils arrivent à conserver leur appétit. Et parfois, chez le chien, ça a été décrit, il y a des signes cutanés, en fait, suite à une giardiose. Alors, vous allez me dire, effectivement, c'est un parasite qui est digestif. Quel est le lien avec la barrière cutanée? Donc, très souvent, les parasites digestifs, ils vont perméabiliser cette barrière digestive et ça peut perméabiliser quelques agents qui peuvent donner des sensibilités et ça peut apparaître sous forme cutanée. On n'a pas d'informations aujourd'hui chez les chats. En tout cas, l'effet à long terme de cette giardiose, il a été bien étudié chez l'homme avec des signes neurologiques qui ont été décrits, des signes cutanés aussi chez l'homme sur 6 ans. Il y avait une épidémie où il y avait 6 ans de suivi des êtres humains, mais aujourd'hui, on n'a pas forcément d'informations chez le chien, il y a encore beaucoup moins chez le chat. Donc si vous êtes motivé, que vous avez envie de savoir qu'est-ce que ça peut provoquer à long terme une giardiose, on n'a plus qu'à faire des coproscopies. Je vous ai dit, c'est que des matières fécales, donc c'est rapide à faire généralement. Alors, trichomonas, donc c'est un peu plus... alors attention à l'effet image, ça ne veut pas dire le jour où vous allez avoir, je ne vous le souhaite pas de toute façon, si vous avez des diarrhées, si ça ressemble à la première ou la deuxième, vous allez dire, ah bingo, la première c'est une giardiose, la deuxième c'est trichomonose. Non, j'ai pris des exemples types dans lesquels en fait toutes les descriptions de la bibliographie vont dans ce sens, mais il peut y avoir des cas où il s'agit de trichomonas, mais ça ressemble à des fesses type giardia et inversement. Sachant qu'aujourd'hui, je vais vous parler de 2 agents d'une manière indépendante, mais gardez en tête que les agents pathogènes, c'est des malfaiteurs, et ils aiment bien avoir cette association de malfaiteurs, comme dans la vraie vie. Donc généralement, dès qu'il y a le premier qui arrive, il déglingue tout, et puis il y a les autres qui vont arriver, ils trouvent le terrain complètement vierge. Donc très souvent, aujourd'hui, je vais vous parler des parasites, mais ce matin, vous avez eu ici une conférence avec ma collègue sur d'autres agents pathogènes qui peuvent se rajouter. Alors, trichomonas, la grande différence, c'est que ça pue, donc c'est très nauséabond, contrairement, alors que giardia aussi, ça pue. Mais après, cette notion, elle est... comment je vous explique? Il y a des degrés, en fait, en gros, on va dire. Il y a une échelle, d'ailleurs, en fait, en gros, parce que nous, on avait un projet de recherche dans lequel il fallait donner un score. Est-ce que ça pue? Est-ce que c'est moyen? Ou est-ce que ça pue vraiment? Il fallait surtout ne pas avoir Covid ou être un peu pris par le nez parce que sinon ça foire tout. Mais généralement, cette odeur, elle est très caractéristique. Voilà. Et généralement, dans les élevages, quand on arrive, on dit que ça sent quelque chose, ça sent soit la giardiose, soit ça sent autre chose. Ce qui est décrit aussi, c'est que c'est des fesses en bouse de vache, même s'il s'agit de chats. Alors, c'est pas forcément la même taille, bien évidemment, mais ça a la même forme. Donc, c'est des matières fécales mal formées. Ça peut provoquer aussi des coliques. Et ce qui est intéressant, en tout cas pour la trichomonose, ça peut donner une irritation, donc des anites, donc au niveau de la région anale, ça peut donner des gonflements de cette région. Et là, on n'est plus sur trichomonase que sur giardia, sachant, gardez toujours en tête qu'il peut y avoir toujours cette association, donc les deux en même temps. Donc, je vous ai parlé des symptômes d'une manière séparée, mais gardez en tête qu'ils ne sont pas si spécifiques de ça, parce que là, je vous ai parlé des états où on arrive jusqu'au bout, c'est-à-dire on avait tout observé, on était dans la merde jusqu'au bout, et à ce moment-là, on avait alerté en disant, oui, je peux avoir de la giardiose, de la trichomonose, mais très souvent, le premier signe qui vous alarme, dès que vous avez en fait, en gros, des matières fécales ramollies, donc ce n'est pas une diarrhée franche comme chez l'homme ou chez d'autres espèces, mais le ramollissement des matières fécales, ce qu'on appelle communément en fait, du caca mou. C'est un signe d'alarme, généralement. Donc, le diagnostic, très souvent en parasitologie, il se fait par coprologie, classiquement, avec une confirmation. Et ça permet justement, en fait, cette coproscopie, de faire un suivi. Et ça, c'est important quand on fait une copro. On traite les animaux, on fait les recommandations, de refaire une coproscopie derrière, justement, pour vérifier est-ce que ça a marché ou pas, et pour réajuster, en fait, les recommandations si ce n'était pas forcément le cas avant. Parce que, comme je vous ai dit au tout début, il ne suffit pas de traiter les animaux. Donc ça, c'est une prise en charge partielle, mais ce n'est qu'une petite partie de la prise en charge totale. Donc très souvent, il faudrait faire plein de choses, en plus du traitement de l'animal. Alors le diagnostic, c'est un vrai défi, en tout cas en vétérinaire. Donc l'identification pour giardia des kystes dans les matières fécales.
Mais cette quantité, vous allez me dire, la quantité de ces kystes, ça n'est pas toujours stable. Donc parfois, en fait, en gros, le cycle, ça va dépendre du moment de prélèvement. Et en même temps, quand on a une giardiose clinique, c'est-à-dire quand vous avez des symptômes cliniques, à ce moment-là, c'est sûr qu'il doit y avoir normalement une excrétion des kystes. Alors, deux notions différentes. La première, elle est importante et à utiliser quand on veut faire du dépistage. À l'instant T, vous avez des animaux qui rentrent ou vous avez quelques problèmes et vous allez vous dire, je vais faire un audit pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Le deuxième cas, quand vous êtes un peu dans la merde, je suis désolé pour le terme, et que vous avez des diarrhées, et qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qu'on fait, point de vue diagnostic. C'est deux notions différentes. Alors la première, elle est intéressante, et vous allez me dire très souvent, je vais faire des prélèvements, je vous envoie des copros, mais sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, à 1 semaine d'intervalle. Je pense que vous avez tous été confrontés à cette question, comment je le fais exactement, sur quel type d'animaux, etc. Alors le consensus aujourd'hui, je dis bien que c'est un consensus, c'est de faire ça, les prélèvements sur 3 jours. Comment c'est que cette excrétion, elle peut être très très variable. Le fait de l'avoir sur 3 jours, ça permet d'avoir la plus grande chance de tomber sur un cas positif. Alors le grand problème, c'est ces 3 jours et que vous avez probablement des diarrhées ou que vous suspectez peut-être que vous avez une giardiose, le fait d'avoir un résultat négatif, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas forcément la giardiose. Ça veut dire juste que le test est nég. Donc c'est qu'un résultat qui est positif qui permet de confirmer, un résultat négatif, on ne peut pas infirmer la présence ou confirmer, malheureusement. Et dans ce cas, en fait, en gros, quand c'est le cas et que vous êtes vraiment sûr en disant « je suis embêté, mais j'ai déjà eu la giardiose », on répète le prélèvement s'il est négatif et très souvent on recommande à 1 semaine d'intervalle. Maintenant, le problème, quand c'est une giardiose clinique, là, c'est facile. Après enrichissement, généralement, les animaux, ils sont en clinique, donc ils excrètent beaucoup de kystes dans l'environnement. Et à ce moment-là, en fait, l'identification, elle est beaucoup plus simple, sauf quand il s'agit de porteurs sains, des animaux qui n'ont pas forcément des signes cliniques. Alors, il y a plein de tests qu'on peut faire au laboratoire. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous parler de chaque test avec ses avantages, ses inconvénients. Il n'y en a presque aucun qui ont une sensibilité, une spécificité à 100%. Mais gardez en tête qu'il y a des snap tests rapides qui vous permettent de dire c'est positif, négatif. Quand c'est positif, pareil, on dit oui, on a de la giardiose, mais on ne sait pas de combien. Et malheureusement, la plupart du temps, vous n'avez pas forcément des signes cliniques jusqu'au bout, vous avez juste des matières fécales ramollies, donc vous avez certainement la giardiose, mais vous ne savez pas, point de vue quantitatif, combien. Et vous allez voir dans le suivi des traitements que la quantité, elle est importante, et que les recommandations vont dépendre de ça. La PCR, vous connaissez très bien, je vous ai présenté juste un principe très rapide, comment on fait notre PCR. Mais pareil, la PCR, elle est très sensible, elle est recommandée pour Giardia, mais très souvent, elle est utilisée en recherche. Et puis nous, ce qu'on développe actuellement, c'est la technique d'immunofluorescence, qui reste une technique de référence en Europe, qui nous permet de détecter ce que vous voyez en petits points verts. C'est ce que j'observe presque chaque jour au laboratoire, en tout cas. On s'amuse à les compter chaque jour, parce que nous, ça nous donne la charge parasitaire. Et très souvent, on n'a pas encore de seuil détecté, mais on sait quand on dépasse par exemple les 10 puissance 4 kystes par gramme de matière fécale, on sait que généralement on est sur des épisodes cliniques. Et généralement, je vous donne juste un petit exemple, c'est au tout début, vous êtes sur un syndrome, en fait vous êtes sur un épisode clinique, vous êtes à 10 puissance 6 kpg, après un traitement, on s'attend à en avoir beaucoup moins. Donc ça devient une technique intéressante pour le suivi des animaux, que ce soit dans un élevage ou un suivi individuel après des épisodes cliniques. Alors pour Trichomonas, c'est une autre histoire, c'est un peu différent. Donc il n'y a pas de kyste, il n'y a pas cette forme de résistance. Donc généralement, on observe directement les matières fécales, mais je vous ai dit que c'était fragile, donc la sensibilité n'est pas très importante. Elle est de 15% quand on fait cette observation directe. Donc je vous laisse imaginer qu'on peut passer à côté de la plaque. Pour les cultures, on est à 55%. Et pour la PCR, qui est aujourd'hui la plus sensible, on peut arriver jusqu'à 90%, mais on n'est pas non plus à 100%, comme je vous ai dit. On sait que ce nombre qu'on va retrouver, il est proportionnel aux signes cliniques observés chez les animaux. Par contre, en fait, sur des chats qui sont porteurs, notamment des adultes, qui peuvent avoir en fait la trichomonose, mais malheureusement, eux, la PCR, elle peut être négative. Et là, en fait, en gros, il s'agit très souvent de faux négatifs sur ces des animaux. Et on peut expliquer ça, c'est que les fesses, elles sont prélevées dans la litière au mal conservée. Ça peut être parce que les animaux ne sont pas diarrhéiques, et quand ils ne sont pas diarrhéiques, on a moins de chances que la PCR soit positive, ou que la quantité elle est trop faible, donc il y a toujours ce seuil de détection. Donc si on n'en a pas beaucoup, on n'arrive pas avec notre technique de les détecter. Moralité, il faudrait faire le prélèvement très souvent directement chez l'animal, donc par flushing. Donc on injecte une solution chez les chats pour récupérer ce contenu.
et essayer de l'envoyer le plus rapidement possible au laboratoire justement pour faire des PCR. On essayera de faire ça sur des animaux diarrhéiques. Si ce n'est pas le cas, on peut administrer un petit laxatif qui permet un peu d'accélérer le transit digestif. Et malheureusement, en fait, si la PCR elle est négative malgré une forte suspicion, comme pour la giardia, on refait l'analyse à intervalle d'une semaine généralement. Alors, le traitement des deux maladies il est complètement différent. Donc, je vous laisse imaginer qu'il faudrait cibler le parasite. Donc, idée cibler le parasite, on va isoler les animaux infectés. Donc, il faudrait identifier les animaux qui sont porteurs, les animaux qui ne le sont pas. Et surtout, on préfère quand même traiter des animaux qui sont infectés et symptomatiques. Pour giardia, il y a 3 grandes solutions. Donc, la première, ce qu'on appelle le metronidazole avec AMM en France. Et le deuxième, avec des contre-indications, bien évidemment. Donc, il peut y avoir des signes secondaires de type neurologique. Le deuxième, le fenbendazole, qui est hors AMM, mais c'est ce qu'on préfère donner en priorité pour les chats. Et je vais vous expliquer pourquoi, même si on est hors AMM. Et le troisième, qui est commun, donc c'est un produit ce qu'on appelle le ronidazole. Et d'ailleurs, c'est le seul qui est disponible aujourd'hui hors AMM pour le traitement de la trichomoniase chez les chats. Et là, en fait, tout l'objectif de cette présentation d'aujourd'hui va résider dans quelques petites notions. La première, c'est que quand on donne le ronidazole, il y a des effets secondaires neurologiques au même titre que le metronidazole. Donc très souvent, on va surveiller l'animal et on va surveiller surtout s'il y a des changements de comportement. On sait que pour la giardiose, c'est une problématique. Le nombre d'appels et le nombre de cas qu'on essaie de suivre chaque année, il est très important, je pense. Et même si ça reste quand même, je pense, sous-diagnostiqué, parce qu'il y en a beaucoup qui ont la giardiose, on sait qu'il y a aussi des échecs de traitement, mais ce n'est pas forcément une résistance vraie, ou on ne sait pas en tout cas encore, chez l'homme c'est vrai, mais on sait que les animaux ils vont se réinfecter par eux-mêmes, soit par l'environnement, ou par des congénères, en fait, en gros, qui seront des porteurs asymptomatiques. On sait que quand ça passe à cette chronicité, donc on peut faire même des associations de traitement justement, voire même prolonger la durée de traitement. Donc au lieu de rester une semaine, on peut y aller jusqu'à 15 jours, voire même 21 jours. Et comme je vous ai dit au tout départ, on refait toujours une coproscopie pour vérifier que les animaux, au bout d'un moment, ils vont se débarrasser quand même de la giardiose. Le deuxième point le plus important, c'est que pour trichomoniase, en fait, le ronidazole, c'est le seul traitement qui est disponible. Donc, si un chat avait développé une giardiose et qu'on n'avait pas demandé un test de trichomonose et qu'on avait utilisé le metronidazole, on sait aujourd'hui qu'il y a des résistances croisées entre le metronidazole et le ronidazole. C'est pour ça que quand on a une giardiose, on préfère administrer le fenbendazole, comme ça on est tranquille. Et c'est pour ça qu'on priorise ça pour le traitement du chat. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait garder en tête, parce que si on va utiliser un produit pour lequel on développe des résistances, le jour où on va traiter une trichomonose, il n'y en a qu'un produit disponible et pour lequel on a déjà développé cette résistance. Comment ? J'ai entendu 1 fois par an, c'est ça ? Oui, en fait, c'est une très bonne question. En fait, c'est pour ça que je peux me permettre d'arrêter même ma présentation pour en discuter, mais je pense que j'ai dépassé le temps. Mais effectivement, 1 fois par an, moi, j'ai pas un protocole qui est tout ficelé. En fait, c'est de cas par cas, justement. Et le moyen le plus simple, c'est de faire une coproscopie pour vraiment traiter en connaissance de cause. Et là, c'est un exemple parfait. Si on traite à l'aveugle, entre guillemets, on peut passer à côté de la plaque et on peut même provoquer des résistances. Et ce n'est pas forcément l'objectif, en tout cas. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant que nécessaire. En fait, dès que c'est nécessaire, on traite, mais le moins possible. Alors la prévention de ces récidives, donc on a la possibilité de cette réinfection de résistance justement. Donc malheureusement dans un élevage, donc il faudrait s'assurer que l'environnement soit complètement nettoyé en plus de nettoyage des animaux. Ce qui est bien avec les techniques que je vous ai présentées, notamment avec l'immunofluorescence, voire même la coproscopie classique, c'est le fait d'avoir des chiffres, surtout pour giardia, de dire on est à tant de parasites, et après le traitement, quand on vérifie par coproscopie pour savoir si on avait une efficacité ou pas du tout, contrôler les contacts, donc les introductions, etc., l'assainissement de l'environnement qui devient très important, et l'hygiène. Donc je ne vais pas vous rappeler tous les principes d'hygiène, mais d'une manière générale, dans ce cas très particulier, ça devient très fondamental de vérifier l'introduction, parce que les agents pathogènes, ils s'invitent, c'est comme dans une colloque, une fête, c'est la fête au village, ils ont de quoi boire et manger. Donc du coup, très souvent, ils s'invitent très très facilement, ils ne sont pas du tout timides. Même si giardia, vous avez vu, il vous fait un très grand smiley, lui, il arrive quand il peut.
Avec une quarantaine, donc de préférence, faire une quarantaine. Donc je vous ai dit, la flambée de cas de giardiose, c'est à peu près 15 jours. Donc si vous introduisez des animaux, le plus simple, c'est de faire une quarantaine de 2 à 3 semaines. Le temps d'avoir des résultats de coproscopie, de vérifier, et surtout de vérifier que vous n'avez pas forcément des épisodes cliniques pendant les 2 voire les 3 semaines. Si vous n'avez pas forcément de diarrhée, il y a une forte chance que ça ne soit pas du tout de la giardiose en tout cas. Alors le dépistage et les traitements, et je le répète encore une deuxième fois, si nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, on ne traite pas les animaux pour éviter les résistances. Et c'est vrai qu'on a tendance, et j'ouvre une petite parenthèse, très souvent à traiter et avoir des protocoles de vermifugation. Et malheureusement, ça ne marche pas forcément tout le temps. Pour Giardia, c'est un exemple très particulier. Très souvent, on me dit oui, j'ai vermifugé, mais avec quoi? Avec un produit qui ne marche pas contre la giardiose. Et donc, du coup, on passe à côté de la plaque, sachant que c'est une maladie qui passe à la chronicité. Donc, on laisse les choses passer et puis on a l'impression qu'on avait traité alors qu'on n'a pas forcément traité contre la giardiose. Donc, le moyen le plus simple, c'est de faire des coproscopies de vérification. Alors, à quelle raison, chaque semaine, chaque 15 jours, chaque mois, on ne sait pas trop. En fait, ça dépend de l'élevage et comment vous allez gérer votre élevage, mais au moins 2 fois par an, minimum. Alors, limiter la dissémination, donc si vous l'avez, il faudrait éviter que ça se transmette à tout le monde. Si vous avez des sectorisations, c'est encore mieux. Sinon, faire une rotation des bâtiments quand on peut. Malheureusement, des fois, dans les élevages, moi j'en ai visité plein d'élevages, des fois, malheureusement, on ne peut pas faire une rotation des bâtiments, ce n'est pas possible. Donc du coup, on essaye de réduire la charge parasitaire par contre. Comment réduire cette charge parasitaire? Ramasser, éliminer la matière fécale chaque jour. Mais ça, c'est une évidence. Le nettoyage, la désinfection des surfaces quand on peut, les litières et l'environnement avec des produits qui marchent très très bien. Alors très souvent pour Giardia, ceux qui ont des jardins, il y en a beaucoup qui achètent des petits bouilloires de type café ou de thé. Et justement pour renverser, quand vous ramassez les matières fécales, vous renversez directement et ça permet justement sur cet endroit-là de tuer s'il en reste encore des kystes, de s'en débarrasser. Donc il y a plein de petites astuces. Moi très souvent j'aime bien rentrer dans les forums de discussion, que ce soit de propriétaires ou éleveurs, justement pour voir ce petit partage d'astuces ou de tips. Je trouve ça super intéressant. Et puis le lavage des animaux. Alors là, très souvent, quand on fait le traitement, on essaie de laver les animaux avant. Alors c'est un peu compliqué pour des chats de dire je lave les chats et tout. Il y en a beaucoup qui ne vont pas forcément supporter. Donc très souvent, on conseille de faire un bas parce que très souvent, pour la giardia, on maintient le cycle, puisque les animaux ils vont se lécher. C'est un comportement qui est complètement normal dans cette espèce. Ils vont mieux le garder, mais malheureusement, en se léchant, ils vont récupérer des kystes de giardia. Ils vont se recontaminer. Même si vous traitez, malheureusement, vous allez passer à la chronicité. Donc ça peut expliquer des échecs thérapeutiques. Alors, est-ce qu'il s'agit de zoonoses, trichomonas? Non. Donc aujourd'hui, c'est spécifique aux chats, mais par contre, pour les giardioses, ça peut se transmettre à l'homme. Comme vous le voyez ici, donc très souvent, vous allez me poser la question pour les assemblages. Vous avez tous entendu parler des assemblages de giardia. Alors, point de vue génétique, en fait, c'est des groupes génétiques, ce qu'on appelle des assemblages, qui nous permettent de différencier les différents groupes qui viennent des différentes espèces animales, y compris en fait de chez l'homme. Généralement, l'homme, il est infecté par les sous-types qu'on appelle A et B. Alors tout simplement pour les chats, ça s'appelle l'assemblage F, F pour les félins. Chez les chiens, ça sera le C ou le D, le C pour les canidés. Donc c'est comme ça qu'ils ont classé les assemblages, donc c'est très facile à retenir pour mes étudiants déjà, et pour vous. Mais en tout cas le F, ce que vous voyez ici, le chat, donc le chat, il peut avoir aussi le A, et généralement ça peut se transmettre à l'homme. Donc très souvent quand vous avez de la giardiose, faites très attention à ne pas attraper la giardiose. Celui-là, c'est un petit récapitulatif en fait, de tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant. J'ai essayé de vous garder éveillés malgré le timing juste après la pause. Mais en tout cas, en conclusion, juste pour vous dire que c'est 2 affections qui sont différentes, mais qui se ressemblent beaucoup, point de vue signe clinique, diagnostic, suivi. Mais par contre, vous avez vu qu'il y a quelques petites nuances entre les deux, et le fait de les comprendre, ça permet d'ajuster la mise en place en fait, de votre traitement et surtout le suivi derrière. Et les traitements spécifiques, oui, mais surtout les mesures préventives qui sont adaptées derrière. Et surtout, et j'insiste, avant je le dis beaucoup moins, mais aujourd'hui je pense avec le temps on commence à rentrer dans cette notion d'une bonne collaboration entre vétérinaires et éleveurs. Genre il n'y a rien à cacher entre nous, c'est ce qu'on dit généralement, puisqu'en fait la réussite de n'importe quel protocole thérapeutique, ça va dépendre de cette bonne collaboration. L'application du protocole et l'instruction donnée par le vétérinaire à la connaissance et à la lumière de notre connaissance aujourd'hui, nous, en tant que chercheurs, il y a des choses qu'on arrive à donner pour avoir un diagnostic précis.
des prescriptions qui sont très très adaptées, mais surtout des conseils d'hygiène aux propriétaires d'une manière globale. D'une manière parallèle, le respect de ces conditions, puisque je vous ai dit au tout début, traiter l'animal une fois, 2 fois, même chaque mois, ça peut ne servir à rien du tout si l'environnement n'a pas été pris en considération. Donc du coup, moi je trouve que c'est une bonne collaboration, et d'ailleurs pour le suivi de la giardiose chez le chat, il y a très très peu d'études en France, peut-être aucune, j'abuse peut-être, mais en tout cas dans les élevages, on ne connaît pas forcément très bien la prévalence et on ne connaît pas forcément l'effet à long terme. Et ça ne demande pas beaucoup de choses, ça demande juste des petites coproscopies, donc point de vue respect de l'environnement, on est bon. Et ça vous demande pas beaucoup d'engagement. En tout cas, merci pour votre aimable attention. Et je reste disponible si vous avez des questions. Et je pense y a-t-il des questions? En bas, ici. Bonjour et merci. Est-ce que vous pouvez... moi, j'ai eu un chaton qui a eu une giardiose et un vétérinaire a prescrit du Panacur pendant 5 jours et je ne sais pas lequel des 3 produits que vous avez cités est le nom... Et l'autre a on va pas parler du nom commercial du produit. Eradia plus Panacur. Et je voulais donc savoir ce que c'était comme produit, à quoi ça correspond et ce que vous auriez prescrit. Je vais vous répondre, en fait, je vais répondre d'une manière globale sans pour autant citer le nom commercial de différents produits. Donc je ne peux parler que de noms de produits. Alors très souvent, pour les 3 produits que j'ai cités, on préfère le fembendazole. Pour les chats, effectivement. Et alors, si vous avez vu, en fait, c'était entre 3 jours et 5 jours, si je ne me trompe pas. Donc, très souvent, quand ça passe à la chronicité, en fait, c'est là où la coproscopie, elle devient intéressante. C'est qu'en fait, on va administrer, comme la première fois, on ne sait pas trop est-ce que le traitement va marcher ou pas, pour être honnête. Très souvent, ça marche, puisqu'en fait, tout est respecté derrière et l'animal, il va moins se recontaminer. Il y a moins de congénères aussi, peut-être, qui sont porteurs asymptomatiques. Et ça va marcher. Par contre, dans certains cas, ça ne va pas forcément marcher. Il peut y avoir des échecs, d'où l'intérêt de faire un suivi derrière et de prolonger, si ça ne marche pas, jusqu'à 15 jours, voire 21 jours. Ce même traitement. Maintenant, si on est à 21 jours et que malgré tout a été fait et que ça ne marche pas, à ce moment-là, on va passer sur quelque chose de plus costaud. Donc, on va passer sur des associations de produits, donc, que je ne vais pas forcément citer, mais c'est les 2 premiers que j'avais cités dans ma présentation. Donc on va passer sur des associations de ces produits sur 1 semaine, 15 jours, voire 21 jours. Par contre, on surveille l'animal à ce moment-là. Je vous en prie. Parlez dans le micro, s'il vous plaît, parce que... Eradia, c'est le nom d'un de ces 2 produits? Je ne sais pas. Il ne connaît que le produit, il ne connaît pas le nom des... Bonjour. Une légende urbaine veut que le test rapide SNAP sortirait faiblement positif à Giardia en cas de trichomonas. Alors, j'ai aucune idée sur ce qu'on appelle les faux positifs ou les faux négatifs, ou le croisement entre les deux. Personnellement, je ne l'ai pas encore testé et je n'ai pas du tout cette information. Pour moi, en fait, pour le test de Giardia, s'il est faiblement négatif, c'est qu'il s'agit de Giardia qui est faible. C'est pour ça que nous, on préfère quand même, et ça ne veut rien dire, en fait, ça veut dire juste que vous avez présence de Giardia et on n'a pas la quantité, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de porteurs. Et cette notion de quantification, elle est importante pour le suivi thérapeutique, parce que très souvent, ça ne marche pas. Parce qu'imaginez que votre test est moyennement positif, on va mettre le traitement, je refais le test, je le retrouve fortement positif. Parce qu'en fait, je tombe dans la partie où l'animal il va excréter beaucoup, mais ça ne veut pas dire pour autant que le traitement n'a pas marché. On m'avait parlé donc de cette légende-là parce que j'ai été confrontée à quelque chose de très particulier. Aucune idée. Un chat très symptomatique, faiblement positif chez ses adoptants, mais dans les jours qui ont suivi son adoption. Alors ça n'empêche pas, mais ça n'empêche pas que le fait qu'il soit faiblement positif à la giardiose, qu'il soit positif à la trichomonose. Oui. Donc très souvent, quand on a ce cas de figure... Mais chez moi, j'ai tout testé et il n'y avait rien de positif et j'ai jamais compris d'où ça venait. Alors, on teste les deux. Moi, je pense qu'il était juste faiblement positif à la giardiose.
mais j'ai pas cette donnée de croisement entre les deux. Mais en tout cas, si c'était le cas et que ça a été avéré, moi je demanderais une PCR parce que c'est la technique la plus sensible aujourd'hui. Mais très souvent, quand il y a une suspicion pareille, il vaut mieux faire un test Giardia pour être sûr et demander une PCR au parallèle, justement parce que le traitement, comme vous avez vu, ça va dépendre de ce que vous avez exactement. J'ai procédé après à une PCR. J'ai attendu qu'une de mes chatonnes que j'avais gardées soit faiblement, et des selles molles. Et la PCR pour les deux était négative. Donc j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Voilà. Tant mieux, mais voilà. Merci. Une question encore? Ronidazole, du coup, on est en rupture. Tu arrives à en trouver? Alors, je n'ai pas la moindre idée. En fait, j'ai eu cette discussion, j'ai eu cette question que je vais transmettre. Mais ça fait des mois, en fait, moi je suis éleveuse et veto, et ça fait des mois ouais, c'est ce que j'ai compris. de ronidazole et... Ouais. Okay. C'est quelque chose que je vais investiguer d'une manière beaucoup plus... Alors, il y a une question par ici. Il y en a deux même. Où trouver ronidazole? C'est la même question et j'ai pas de réponse, malheureusement. La dame posait la question, pareil tout à l'heure, à vous. Oui, bonjour. Je voulais savoir si la vapeur dans l'environnement tuait complètement les deux parasites ou pas forcément. Alors dans l'environnement type Karcher qu'on utilise à la maison, oui, la vapeur. Si on est à 100 degrés, oui, ça marche très très bien pour Giardia. Un Karcher, mais à 100 degrés quand même. Et avec un nettoyage préalable des surfaces, parce qu'en fait, si vous allez mettre la chaleur que sur la surface et qu'au fond, il restera encore de l'eau, ça peut être un terrain aussi par la suite pour Giardia. Et une deuxième recommandation aussi, quand vous nettoyez ou vous faites votre Karcher, c'est de bien sécher les surfaces par la suite, puisque Giardia adore l'eau. Donc il suffit juste de rater quelques-uns. Comme ça, il y aura la fête au village du parasite, pour le coup. Oui, donc c'est pas garanti. La vapeur n'élimine pas de façon garantie, on va dire. Alors si vous le faites bien, si. Ouais. Ça garantit. Si vous séchez par la suite et que vous le faites et que vous nettoyez au préalable de surface, si, c'est ce qu'on recommande. Ouais. Maintenant, si vous le faites sur une pelouse, ça, voilà, je suis pas sûr quand même. Non, oui, c'était juste pour les pièces de vie des chats. Pour les pièces de vie, ça marche très bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande pour la teigne. Ouais. La vapeur à chaleur, en fait, généralement. Et quand vous dites nettoyer préalablement, c'est avec les fameux produits dont ils sont sensibles ? Pas forcément. En fait, là, c'est le nettoyage et la désinfection d'une manière générale. Et une fois que vous arrivez au bout des surfaces, là, vous allez utiliser les produits qui seront sensibles, qui seront efficaces sur les kystes. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un produit qui est efficace dès le départ. Donc, faites votre nettoyage classiquement, si vous avez l'habitude d'utiliser les produits classiques, quoi. D'accord. Merci. Merci bien. Écoutez, merci beaucoup, docteur Memery. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci beaucoup.